Et elle nous en parle des histoires. Ah, cette Clémentine Portier-Kaltenbach. Quand vous dites cette Clémentine Portier-Kaltenbach, Oui, parce qu'elle est unique. elle est unique au monde. Elle est unique au monde. On nous l'envie. Exactement. Et elle est avec nous chaque après-midi pour nous raconter l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un objet. Bah oui, d'une histoire de Cannes, vous l'avez forcément entendu raconter, hein, l'histoire est bien connue, c'est Le Cerf de la Vierville qui a écrit à ce sujet. C'est l'unique témoignage écrit dont nous disposons sur l'histoire de la Canne de Lully. Alors, cette histoire, c'est quoi ? Le 8 janvier 1687, Lully dirige son Te Deum en l'église des Feuillants, rue Saint-Honoré. Il est très énervé parce qu'il trouve que ses musiciens sont pas bons. Il s'énerve, il se blesse le pied en battant la mesure avec sa grosse canne. Hélas, le pied blessé s'infecte, se congestionne, se gangrène. Il faudrait amputer l'orteil, puis le pied, puis la jambe. Oh là là. Mais comme Lully adore danser, il refuse. En 2 mois et demi, la gangrène se généralise, c'est la septicémie. Le musicien s'éteint le matin du 22 mars 1687 à 55 ans après des mois d'atroces souffrances. Alors ça, c'est l'histoire telle que nous l'avons tous entendue raconter. Hein, vous la connaissez comme ça, Stéphane ? Oui, je l'avais entendu. Exactement, c'est ce que j'ai toujours entendu, moi. Bon, alors, c'est autre chose, en fait. D'une certaine manière, d'abord, c'est la servilité de Lully qui a causé sa mort. Jamais de sa vie, il n'avait composé d'œuvres religieuses. Et là, pour célébrer la guérison du roi, il se met en tête de composer un Te Deum. Guérison, bien sûr, vous connaissez maintenant l'histoire, parce que 1686, c'est l'année de l'opération de Mathieu. Pardon ? De la fistule anale de Louis XIV. Oui. Pardon, j'avais oublié la fistule. Vous oubliez la fistule. Donc, et c'est là qu'on a chanté après « Grand Dieu sauve le roi, grand évangile le voilà, roi ». c'est l'histoire du Toujours God Save the King. glorieux, Bon. Louis victorieux. Bon, Stéphane nous Je vais la essayer chantera. de On la noter. chantera à Non, 2 voix. je chante faux, mais En je canon. vous donne... C'est comme ça qu'est né le God Save the King. C'est une très belle histoire, Stéphane, très émouvante. Revenons. Non, mais revenons si, à c'est vrai, c'est une vrai. magnifique histoire. Alors, donc, cette année-là, Louis XIV souffre le martyre et le 17 novembre 1686, sous le coup d'une douleur intolérable, il prend la décision d'en finir et d'accepter l'opération. Il est opéré le lendemain. L'opération dure des heures. C'est un supplice, mais enfin, il guérit. N'oublions pas qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Ah oui. Les gens oublient ça. Ah, on a opéré le roi de la fistule anale. Les gens avaient un courage Il n'y physique avait pas extraordinaire. d'anesthésie, quoi. Alors, C'est comme important de le Lully- rappeler, le courage de nos aînés. Ah oui. Comme Lully est un très bon courtisan, il fait chanter à ses frais son Te Deum avec 150 musiciens. Et pour mieux marquer son zèle, il battait la mesure, écrit Le Cerf de la Vierville. Le problème, c'est que jamais on n'a vu un chef d'orchestre diriger avec une canne. Jamais. Au XVIIe, au XVIIIe, il n'y a que 2 façons de diriger un orchestre. Soit avec un rouleau de papier, on prend généralement des partitions enroulées, 1 voire 2, et on bat la mesure comme ça, soit avec un bâton très court, voire même un archet de violon. On n'avait pas de baguette, il n'y avait pas encore la baguette. Non, il n'y a pas de baguette. Et en tout cas, évidemment, Lully a dirigé comme on le faisait à cette époque dans toute l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de canne qu'on nous a tous racontée ? Bah oui. En fait, il avait sans doute une canne, naturellement, Lully, mais comme ornement, comme signe de distinction. Même les dames au XVIIe tiennent une canne. Louis XIV se promène jamais sans sa canne. Mais le bâton, c'est tout autre chose. C'est un gros bâton de cérémonie, bâton de commandement, bâton pour battre la mesure dans les ballets. Mais en tout cas, ce n'est jamais le chef qui manipule un bâton. Alors, il s'est peut-être frappé le pied avec sa canne, Lully, mais il n'a certainement pas dirigé avec elle. Sachez-le. Alors, ça ne change pas grand-chose à l'affaire, parce qu'il se est mort blesse. quand même. Voilà, il se blesse. Il s'est blessé avec sa canne. Il s'est blessé quand même avec sa canne, mais c'est pas en battant la mesure avec une grosse canne. Il s'est blessé sans doute avec sa petite canne, quoi. Alors, il meurt bien sûr d'avoir refusé obstinément la solution qui l'aurait sauvé. Mais d'après Philippe Bossan, qui a écrit une magnifique biographie de Lully, Le roi danse. cette histoire est surtout révélatrice de la disgrâce dans laquelle était tombée Lully auprès du roi, probablement à cause de l'austère et bigote Madame de Maintenon. Et sans doute cette disgrâce fut-elle en lien avec l'affaire du petit Brunet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est que Lully était un libertin qui affichait... Il avait les mœurs italiennes. Exactement, mœurs italiennes. Il affichait aussi bien ses maîtresses que ses amants d'ailleurs. Les mœurs italiennes, c'est ainsi qu'on désigne l'homosexualité au XVIIe. Mais il va aller jusqu'à passer une nuit chez lui avec ce page, au grand scandale de sa femme, Madeleine Lambert. L'affaire fait évidemment grand bruit. Elle arrive jusqu'aux oreilles du roi, qui fait enfermer le petit Brunet chez les pairs. Et Louis XIV, lui,
haïssait les mœurs italiennes. Pourquoi ? Parce qu'il en avait un exemple trop proche de lui avec son frère Philippe. Par là-dessus, il y a l'influence de Madame de Maintenon, qui est quand même un petit peu austère. Bon, et ça n'a pas dû arranger les choses. Bref, la preuve éclatante de cette disgrâce de Lully, c'est qu'en mars 1687, il lui est demandé de renoncer à son théâtre à Versailles. On lui dit, on a besoin d'appartements pour le duc de Chartres, le futur régent. C'est pas du tout vrai, ces appartements seront jamais occupés, mais lui doit renoncer à son théâtre. Alors, il avait donc pas le moral avant même d'être blessé. Enfin, il meurt quand même en chrétien pénitent parce qu'il se fait déposer sur un lit de cendres, la corde au cou. Alors, cette histoire de Cannes, quelques petits éléments en conclusion. Le prince de Monaco, correspondant de Couperin, possédait cette canne de Lully dans sa collection. En tout cas, une canne de Lully. Où est-elle aujourd'hui ? Stéphane, est-ce que vous savez où est cette canne de Lully ? Je peux demander, vous voulez qu'on appelle ? Bah oui, il faudrait demander. Un coup de fil et vous avez la solution. Plus simple que trouver la canne de Lully, se recueillir sur sa tombe. Son mausolée est à Paris, à Notre-Dame des Victoires. Enfin, bien sûr, Mathieu, pour vous qui êtes parisien, pour compatir à la fistule anale de Louis XIV. Je rêve de compatir à Vous la fistule pouvez anale. aller voir le bistouri, ou plutôt Non. la lancette utilisée pour son opération par le chirurgien Charles-François Félix. Et bénir les progrès de la médecine. Exactement, c'est au musée d'histoire de la médecine dans le 6e arrondissement de Paris. En tout cas, messieurs, maintenant vous arrêterez de raconter partout que C'est en Lully battant la mesure. s'est blessé avec la lourde canne qui lui servait à diriger, c'est faux. Très bien, merci. Oui, on en apprend toujours avec Clémentine. Mais surtout, ce qui est absolument délicieux, c'est qu'on connaissait vaguement l'histoire de la canne. Oui. On va pouvoir, maintenant, quand quelqu'un dans un dîner sortira, on va pouvoir le démentir Oui. et expliquer, aller plus loin. Et ça, c'est Dans vraiment vos gratifiant. dîners aussi, c'est le sujet de conversation. Tout le temps, on parle tout le Oh temps bah de la moi, canne de Lully. alors, Ça non, change toujours à un moment ou à un Je autre. savais que dans mes dîners et ceux de Clémentine, on parlait d'histoire, mais dans les vôtres, j'ignorais, Mais Mathieu. oui, mais les jeunes aussi s'intéressent à l'histoire. Ah oui. Ok. Ah, attendez, Mais- j'ai une question pour vous. M'a débordé, mais j'ai une question parce que ça me hante depuis quelques jours. J'y pense à chaque fois qu'on parle de Versailles, des appartements. Oui. Comment sont décernés les appartements ? Il y avait beaucoup de courtisans. Comment on sait qui a quelle chambre ? Pourquoi, au gré de quel changement, on change d'appartement ? Comment ça se passait en fait ? Vous avez la réponse à ça ? Oui, enfin. Non, mais Stéphane, Non, mais il y avait quelqu'un qui était chargé justement de l'attribution des appartements. Il y avait une liste Et on d'attente déménageait tout le temps. C'est-à-dire que les en fonction filles en fonction de votre rang à la cour, de votre disgrâce ou de C'est- votre bien sûr. faveur. C'est l'enfer. Et ben oui, on passait son temps à déménager. Les mémorialistes racontent qu'on les voyait, il y avait des cartons qui partaient, et puis on était plus ou moins bien logés. En fonction de son rang. En Et fonction de son rang. Plutôt et- mal d'ailleurs, plutôt mal. tout le monde Ouais. était plutôt Et mal logé. on avait par exemple des soupentes. En fait, quand vous promenez au 2e, 3e étage de Versailles, c'est des soupentes. je vous remercie pour ces Je vous en éclaircissements prie, et je vous on octroie vous y à tous les deux emmènera. un point d'avance pour le quiz qui arrive. Ça nous fait une belle Ça vous jambe. fait hein. une belle Ouais. jambe, vous êtes à égalité. En tout cas, je me permets de souligner que si vous voulez réécouter dans l'intimité de l'histoire en podcast, Bien sûr. avec Clémentine, vous pouvez aller sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Merci Clémentine.